Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scènes de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on vous parle de Tonnerre sous les tropiques. Je vous rappelle le principe de ce podcast, nous allons parler de quelques scènes choisies par nos soins, et bien entendu, on va énormément spoiler. Donc on vous conseille d'avoir vu le film en question avant d'écouter cet épisode. Aujourd'hui, je suis avec Domitil, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Très bien, merci. Et je suis aussi avec Hugo. Salut Hugo. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Super, pour l'instant. Attends, on va se retourner vers la bonne personne. La haine, c'est sur elle qu'il faut le faire. Alors, C'est quand tu disais, on vous conseille d'avoir vu cet épisode. non, d'avoir vu ce film. D'avoir vu ce film, est-ce que vraiment on conseille ? Est-ce que c'est un bon conseil ? Je sais pas. Déjà, c'est de ta faute. On lui en veut, on peut en parler tout de suite. Oui, on lui en veut beaucoup. On t'en veut, Dom. Je sais, je m'en veux moi-même, c'est terrible. Tonnerre sous les tropiques. Est-ce que vous avez quelque chose, un petit truc à dire sur ce film avant qu'on commence ? Moi, je veux bien commencer. Je crois que je voulais garder ça secret, mais vous avez pas. Voilà, vous m'avez dénoncé. On parle de ce film à cause de moi aujourd'hui. Ce qui s'est passé, j'ai vu ce film à l'époque de sa sortie. Je l'ai vu au cinéma. Il me semble que je l'ai vu avec vous. On l'a vu ensemble, ouais. On l'a vu tous les trois, oui. Il me semblait. Et de mémoire, donc le film est sorti il y a quoi 15 ans, un truc comme ça à peu près, grosso modo. Hein. Ouais, je pense. J'en gardais un très bon souvenir. Et en fait, j'ai mis ce film dans ma liste, dans la liste des films que je propose pour le podcast. Il est sorti en tirage au sort, mais en effet, il faisait partie de ma propre liste. J'étais plutôt contente quand je l'ai vu sortir. Je me suis dit, ça va être l'occasion de le revoir, c'est sympa, j'en garde un bon souvenir et tout. Et là, visionnage... Je pense que j'étais très con il y a 20 ans. J'ai absolument détesté ce revisionnage. J'étais vraiment déçue. Il y a quand même certaines choses que je trouve bien dans le film. Tout n'est pas à jeter. Non, clairement tout n'est pas à jeter. Il y a des choses que je trouve très drôles, mais je trouve que globalement, on va revenir dessus en détail quand on va détailler les scènes, mais au début, je trouve le film plutôt sympa et je trouve qu'il y a un point de bascule où je me dis mais là, il n'y a plus rien qui va, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ? Ouais, après 3 minutes quoi. Non, après, quand même, je trouve que le premier quart est sympa et qu'après ça part vraiment en n'importe quoi, donc énorme déception et je vais être honnête, si j'avais su que le revisionnage allait être une telle catastrophe, je n'aurais jamais mis ce film dans ma liste, donc je regrette un petit peu. Tu es en train de t'excuser publiquement ? Je m'excuse auprès de vous, auprès des gens qui nous écoutent. Parce que... Et s'il y a des gens qui ont regardé ce film à cause de moi, peut-être, pour écouter cet épisode, je leur fais toutes mes excuses. Mais non, mais c'est grâce à toi. Le cinéma, c'est chouette. Ouais, bon, bref, voilà, c'était tout pour moi. Et toi, Hugo, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Oui. Moi, je l'avais vu avec mes cousins, cousines à l'époque. Je sais plus trop, un peu en avant-première, parce que quand ils sortaient dans les autres pays, avant, donc ça veut dire que tu l'as vu en avant-première et que t'es retourné le voir avec nous. Oh la vache. Alors c'est pas avant-première, c'est juste avant la sortie française plutôt. Ouais, donc tu l'as vu Tu deux l'as fois. vu 2 fois. Bah, je l'ai Mais même tu vu. nous avais pas prévenu. Mais non, mais j'avais aimé. Mais oui, et au-delà de ça, c'est après on l'a vu ensemble et je me souviens même que ça nous avait les fausses bandes annonces du début nous avons même motivé à en faire nos propres fausses bandes annonces. Oui. Et en fait, ça nous avait motivé à faire entre guillemets de la réal à notre niveau, enfin tu vois. Ouais. Donc et d'écrire et de réaliser, de monter. Et je sais que moi, c'est pas ce film-là, mais j'ai commencé à kiffer le montage à ce moment-là, donc bravo à ce film au final. Oh, c'est beau, c'est ce film qui t'a inspiré pour faire du montage. Ouais, non, vraiment. Mais en fait, c'est marrant parce que j'étais comme toi, c'est que j'avais un très bon souvenir de ce film, des trucs marrants, etc. Mais quand je l'ai lancé, au bout des premières minutes après les fausses bandes annonces, en fait, je crois qu'il était chiant, quoi. En fait, c'est je sais pas comment je saurais pas expliquer qu'est-ce qui fait qu'il est pas c'est lourd. C'est lourd en Ouais, fait, c'est trop, il y a trop il y a déjà premièrement il y a trop de têtes d'affiche qui fait que t'as du mal à apprécier une seule personne qui est un peu stupide ou au contraire ils sont tous un peu stupides à leur façon. Et je sais pas, il y a un truc qui me... Oh, il est chiant ce film, il est chiant. C'est vrai qu'il est très chiant, il est long. Qu'est-ce qu'il était long, mais qu'est-ce qu'il était long. Il y avait au moins 1h30 de trop. Ah, c'était... Il dure combien de temps? Il dure genre 1h45, tu sais. C'est ça, 1h45. Non, mais c'est vrai que le visionnage... Les premières 15 minutes sont bien, mais c'est tout, quoi. J'ai trouvé que c'était une vraie tannée. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est... Je sais pas, moi je trouve qu'il y a c'est plein de petites choses superbes, oui, mais ça. mises ensemble, c'est une catastrophe. Catastrophe. Catastrophe, je dirais pas ça, mais c'est vrai que... C'est dur.
Bah toi, t'en as moi, j'ai la même anecdote que vous. C'est que comme on l'a vu tous les trois ensemble au cinéma, moi, j'avais vraiment, effectivement, un très très bon souvenir. Je l'avais même revu quelques années plus tard et j'en avais encore un bon souvenir. Parce que j'ai trouvé que l'histoire, le scénario était hyper original. Je vais vous lire le synopsis après, mais on a vu beaucoup de comédies, que ce soit américaine ou française. Là, vraiment, le pitch était bon, l'histoire était sortait un peu du lot. Mais là, je sais pas si c'est parce que l'humour a changé, notre humour a évolué, ou c'est juste qu'on a vieilli et qu'on est devenu un peu plus intelligent ou plus exigeant, je n'en sais rien. Pas intelligent, c'est certain. Non, ça, c'est vraiment certain. C'est vraiment là, je sais pas ce qui s'est passé, mais effectivement, comme vous, je l'ai trouvé lourd, c'est le seul mot qui me vient en tête. Et en fait, comme le film commence, effectivement, avec les fausses bandes annonces, on va en parler. J'étais encore sur ce souvenir de l'époque. Je me disais, franchement, il est bien. Je vais le revoir, je vais passer 2 bonnes heures. Là. Et plus le film avançait, et plus je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Voilà. Après, on va en parler. Il y a quand même de très bonnes choses. Tout n'est pas nul, mais il y a, je sais pas, la mayonnaise, la mayo n'a pas pris. Voilà, au contraire, elle a tourné. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà. Donc avant de commencer nos scènes. Je vous ai pas demandé, est-ce que Hugo, t'as combien de scènes ? J'en ai 5. T'en as 5, t'as réussi à en trouver 5. Mais c'est que 5 pour dire qu'il les aime pas. J'ai été raisonnable, j'en ai que 3 moi. Et toi ? Et j'en ai 3 aussi. Mais j'aimerais dire juste une petite chose avant que tu te lances. Oui. C'est qu'on va quand même essayer de passer un bon moment. Non, mais évidemment. Restez avec nous, surtout ne coupez pas le podcast. Surtout ne partez pas. Alors, je vous lis le synopsis halluciné que j'ai dit couper en 2 parce que je l'ai trouvé trop long pour ce que c'est. Donc, 5 égos surdimensionnés au service du plus grand film de guerre de tous les temps. Sur le papier, ça se tient, ou presque. Mais sur le tournage, tout dérape. Les caprices des stars, l'incapacité du réalisateur Damian Cockburn font grimper les frais à une allure vertigineuse, au point que le studio décide de tout arrêter. C'est alors que Damian a l'idée géniale d'entraîner sa petite troupe au cœur du Triangle d'Or pour une expérience de cinéma vérité. Voilà. C'est ça, il est pas terrible, non, ce synopsis ? Non, comme le film. Il y a l'image du film. Alors, bon, on commence par moi. Non, mais là, fais pas cette tête-là, parce que là, c'est cool. Là, t'as les trucs cool. J'ai choisi ma scène, qui pour moi est la meilleure scène du film. C'est pas le film. C'est même pas c'est les fausses bandes annonces et la fausse pub du début. Très drôle. Effectivement, le film démarre, je crois que ça démarre vraiment comme ça, en salle. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... vous êtes tous allés au ciné, en général. Avant qu'il y ait un film, tu as toutes les boîtes de production, tous les génériques de boîtes de production qui arrivent. La Fox, la Warner, tu as les sponsors et tout ça. Et en fait, là, il n'y a rien. Ça démarre direct par une première fausse pub. Avec les gros boules, là. Ouais. C'est quoi ? Comment s'appelle la boisson ? Le Bully Sweat. C'est quoi ? C'est les sueurs de fesses. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tac, tu démarres là-dessus, tu fais « Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et tu comprends pas. Moi, le souvenir de mon premier visionnage, c'est ça. Je me dis « Oh putain, mais qu'est-ce que c'est ?» Et donc, tu comprends très très vite que c'est des fausses pubs. Donc, t'as ça, t'as la fausse pub de la famille Folding, là. C'est avec les gros. Horrible. Avec Jack Black. Horrible. Mais bon, comme on sait que c'est des fausses pubs et que c'est parodique, on est encore dans le délire, on comprend le machin. Moi, je les trouve bien. Elles sont très très bien faites. Ils se sont donné les moyens pour faire des trucs bien faits, tu vois, cette fausse pub de film avec Jack Black. Scorcher 6, là, l'écorché 6 ? Non, je parle de celle juste avant. Ah oui, pardon. Tu vois, il est déguisé en plusieurs, mais comme, docteur Folding ou je sais pas quoi, il prend le rôle de plein de personnes différentes, donc il a plein de costumes différents. Mine de rien, cette scène, elle dure 3 secondes et ils ont dû passer vachement de temps à la tourner, donc ils ont fait le truc jusqu'au bout. Je trouve que c'est pas mal. Non, mais le film honnêtement, sans parler du scénar et le fait qu'on n'ait pas aimé ce revisionnage, mais le film en soi, il est bien réalisé. Tu sens qu'il y a une bonne production derrière. Donc, mais bon, tout ne va pas. Et après, donc moi j'ai bien aimé les Scorchers. C'est très drôle ça. C'est quoi ? Comment l'écorche ? En français, c'est le rôtisseur.
Alors oui, on l'a tous vu en VO pour cette fois-ci, tous les trois. Donc je vous préviens à l'avance, aujourd'hui il n'y aura pas de point VF. Oh non. Mais pour l'avoir vu aussi en VF, pas cette fois-ci, mais il y a quelques années, et je vous confirme malheureusement que cette fois la VF n'est vraiment pas bonne. Ouais, et même, j'ajoute même que les traductions, parce que moi j'ai l'adaptation mis les sous-titres français. Oui. Le sous-titrage est horrible. Enfin, c'est hyper mal. Je sais pas si c'est parce que les blagues sont sont difficiles à traduire, je sais pas, mais c'est vraiment pas terrible. Non, mais en fait, il y a énormément de jeux de mots, notamment avec le personnage de Robert Downey Jr., non ? Non, de Robert Downey Jr. En fait, c'est hyper... tu sais, il prend un accent afro-américain dans le film. Et en français, ça le fait pas. Tu sens que le comédien, encore, et en plus, il est bon, le comédien de doublage, mais tu sens que le comédien, il force. C'est pas naturel. Oui, je suis obligé de faire un point VF, mais enfin, l'adaptation, elle est hyper. Enfin, elle est pas très bonne de la VF. Donc, pas de point VF aujourd'hui, même si j'en ai parlé un petit peu. La bande-annonce, je pense moi j'adore celle de Tobey Maguire. Bien sûr, notre bande-annonce préférée. On peut finir sur celle d'avant du coup. Ah oui, pardon, vas-y. Je voulais rajouter des petits trucs sur celle justement du rôtisseur. En fait, la blague, c'est de dire qu'en fait, Ben Stiller, c'est un acteur de films d'action un peu pourris, mais qui ont eu apparemment un gros succès dans les années 80. C'est ce que le film nous raconte. Et donc, il a joué dans le Rôtisseur 1, dans le Rôtisseur 2, dans le Rôtisseur 3. Et à chaque fois, tu sais, c'est un mec qui a une espèce de gros lance-flamme et tout ça. Et puis, tu vois les bandes-annonces successives du 1, du 2, du 3, du 4, du 5. Et là, en fait, c'est la bande-annonce du 6. Il revient et en fait, au lieu que tout soit en flammes comme dans les 5 premiers opus, et ben là, en fait, ils disent dans le 6, tout est pareil, mais cette fois, c'est différent. Et en fait, tout est en glace. Et lui, il dit Who left the fridge open? Qui est-ce qui a laissé le frigidaire ouvert? Mais surtout, c'est les punchlines de merde. Mais surtout, il a 2 bébés. Pourquoi? Oui. Tu sais, 2 bébés en porte... En porte-bébé. En porte-bébé, ouais. Et en fait, dans le 1, le 2, le 3, etc., il a un bébé. Et en fait, dans celui-là, il en a 2, parce que tout est différent. Bien sûr. Moi, j'avoue, j'ai ri. Je trouve que tu non, mais à ce moment-là, t'es bien là. Tu te dis, je vais bien me marrer. Ouais, j'ai passé un bon moment. Dans le 6e épisode, cette fois-ci, c'est personnel. Parce qu'avant... mais là, c'est vraiment une vraie parodie des trucs hollywoodiens. Ouais. C'est drôle, ça marche bien, c'est super bien fait. Et la meilleure la meilleure de toutes. Ça là, on l'a tous parce qu'à cette époque-là, Tobey Maguire était une grosse resta de Spider-Man, etc. Bien sûr, il venait de sortir, je pense, du 1 ou du 2 ou du 3. Il avait fait un carton et on s'y attendait pas. Et il y a vraiment son nom, il joue son propre rôle. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, tu sais... dans les bandes annonces à l'époque, et je sais plus, ils le font encore aujourd'hui, mais tu sais, ils disent, oui, avec Kurt Lazarus, le vainqueur de 5 Golden Globes, 5 Oscars, et Tobey Maguire, c'est le vainqueur du meilleur baiser selon MTV. Pour ceux qui ne connaissent pas MTV, c'était... n'écoutez pas. Non, mais ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était, je pense qu'à l'époque, c'était MTV pour M pour musique, c'était une chaîne du câble qui diffusait que des clips. Et ils étaient hyper puissants à l'époque. Ils avaient ce qu'ils appellent donc la MTV Music Award. Et c'était les Oscars de la musique. L'énergie Music Award, c'est la même chose. C'était l'équivalent d'Énergie 12 aujourd'hui. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus non plus. Donc c'était hyper puissant. Et en effet, le MTV Movie Award existait vraiment. Donc Tobey Maguire avait remporté le MTV Movie Award du meilleur baiser. Et c'est vrai. Donc, il l'avait vraiment... Ah, mais non! Pour le baiser de Spider-Man. Mais non! Mais tu vois, j'avais même pas fait qu'est-ce que c'est drôle. Et donc, il l'a repris dans la fausse bande-annonce. Génial. Alors, merci d'avoir dit ça. Vraiment, j'adore. Et je trouve que les deux, là, dans cette fausse bande-annonce, donc c'est une fausse bande-annonce de deux moines qui vivent un amour interdit. C'est un petit peu ça. Et je trouve que la tête qu'ils font, la tête de Tobey Maguire, mais... c'est à mourir de rire, la tête de Robert Downey Jr. avec ses espèces d'yeux bleus exagérément bleus. Quand il se retourne et lui dit non de la tête comme ça, genre ne viens pas, c'est trop... Et à un moment, t'entends un cri en fond, non. Et à la fin, vous vous rappelez comment elle se termine, cette fausse bande-annonce? Une voix en anglais qui dit j'ai été un très mauvais garçon, mon père, un truc comme ça. J'étais très très vilain, mon père. I'm gonna be bad boy. Et le film, il s'appelle Satan's Alley. Je trouve que... L'allée de Satan. J'admire pas, mais je trouve qu'avoir cette dérision pour un film où il ne joue pas dedans, Tobey Maguire, bravo. Ouais, non, franchement... Mais moi, j'ai lu il a fait ça, certainement, c'est un truc de pote. Il était là pour le tournage que pendant 2 heures. Donc il est venu juste pour cette fausse bande-annonce et après, il est allé se tourner...
C'est rigolo quand même. J'adore quand il attrape les comment t'appelles ça, le chapelet. Le chapelet, il attrape comme ça, genre en mode... et l'autre, ça l'excite. Et je me souviens que au cinéma, les gens étaient vraiment morts de rire à ce moment-là, et on en faisait partie. Et nous, je me souviens encore plus, c'est qu'on est sortis, on a parlé directement de ça. Ah oui, complètement. C'est tout pour moi. Je crois que. Bon, merci à tous. Bonne soirée. On arrête là. C'est à toi, Dom. Ouais, alors parce que pour l'instant on est plein d'éloges, ça va pas durer. Il y a juste une micro-scène qui se passe après celle-ci que je trouvais. Enfin, moi, je l'avais complètement oubliée, mais là, en la re-regardant, ça m'a fait sourire. Tu entends une voix off. Parce que donc là, on a compris que c'était censé être des fausses pubs, des fausses bandes annonces. Donc le film qu'on vient voir n'est pas censé avoir démarré. Et là, donc le vrai film, la vraie histoire qu'on vient écouter démarre vraiment. Et elle démarre par une voix off qui dit, qui raconte l'histoire d'une mission suicide qui a eu lieu au Vietnam pendant la guerre. Et donc c'est une mission suicide. Sur 10 hommes, 4 sont revenus. Sur 4 hommes, 3 écrire un livre. Sur les 3, 2 furent publiés et un seul fut adapté à l'écran. Déjà, le dialogue, je le trouve drôle. Et ensuite, voici l'histoire des hommes qui ont tenté de faire ce film. C'est pas voici l'histoire des soldats, non, c'est l'histoire des mecs qui ont essayé de faire le film sur le bouquin du gars, tu vois. Et pareil, je trouve que jusque-là, pour l'instant, tu démarres le film comme ça, tu fais ah, c'est rigolo. J'aime bien quand tu dis pour l'instant, parce qu'on est quand même à la minute 2. Il reste 2h40 de film et pour l'instant c'est drôle, c'est génial. Pour l'instant c'est drôle. Voilà, j'avais pas plus à dire. Mais j'ai bien aimé. Court comme... Ouais, c'était rigolo ce petit truc de voix off. Je crois que c'est à toi, Hugo. Ouais, alors moi c'est une scène que j'ai appelée l'exagération, c'est pas assez. On est encore exactement au tout début et là on nous met directement, on nous plonge dans la guerre au Vietnam. Pour l'instant on ne sait pas si c'est un film, on ne sait pas ce qui se passe. On est dans la guerre au Vietnam. Bon, tu comprends parce qu'on a vu les bandes annonces avant, etc. Mais en gros, on est sur un vrai film de guerre, gros budget, Apocalypse Now. Il y a des explosions de partout. Super bien filmé. Super bien filmé. On est vraiment sur Apocalypse Now. On est vraiment les hélicoptères qui les hélicoptères, je sais pas s'il y a une liaison, les hélicoptères qui arrivent, les explosions de partout, napalm, ça tire dans tous les sens. On voit vraiment le gros cliché des soldats, des soldats américains avec leur tenue de GI, le make-up de soldats, etc. La musique épique. La musique, elle est folle. On a bien les trucs DreamWorks présentes, etc. On est dans un film de guerre. On est plongé dans la guerre, ouais. Mais ça tire. Très beau plan sur ce. C'est magnifique. Il y a l'hélicoptère qui évite des roquettes. Il y a Robert Downey Jr. Alors là, par contre, c'est très drôle parce qu'il est. Il est maquillé. Enfin, ils disent qu'en fait il s'est pigmenté la peau. Ouais, en fait, ils disent qu'il s'implique tellement dans ses rôles qu'il devient le personnage. Et là, il est allé encore plus loin que les autres fois. Il s'est fait opérer pour se faire pigmenter la peau pour devenir afro-américain. Ouais. Ça avait. C'est bien que t'en parles parce que ça avait fait polémique à l'époque, ce truc-là. Ah parce que, parce qu'en fait, lors de la promo, enfin même pas la promo, mais quand les premières infos du film étaient tombées, en fait, et même moi, j'étais un peu tombé dans le panneau, c'est qu'en gros, les gros titres, les un peu putaclic, c'était Robert Downey Jr. va interpréter un personnage noir. Point. Ah, mais sans plus de contexte. Mais sans plus de contexte et sans plus sans préciser qu'en fait, c'était un personnage blanc qui, dans le film, se faisait passer pour un personnage noir. En fait, il y avait juste écrit Robert Downey Jr. va jouer le rôle d'un noir. Mais je pense que c'est fait exprès niveau com pour attirer les gens, quoi. Et vraiment, à l'époque, juste cette info-là avait fait un tollé parce que effectivement, ce que disait tout le monde et l'opinion publique, c'était s'il y a un personnage noir dans le film, pourquoi ne pas avoir choisi un comédien noir ? Et c'est vrai. Évidemment. Et surtout, ce qui était super risqué, et je pense, je sais pas si vous allez en parler, mais forcément, qui dit personnage blanc qui joue un personnage noir dit maquillage noir et fait écho au blackface. Donc, et il faut savoir que le blackface, encore aujourd'hui et encore plus aux États-Unis, c'est vraiment clairement une connotation raciste historique. Et c'était hyper risqué. C'était un pari risqué de la part de l'équipe du film d'avoir choisi ça, quoi. Mais justement, le film joue là-dessus. Sur tout ce que tu viens d'expliquer. Mais effectivement, quand le film démarre et qu'on comprend pourquoi de Robert Downey Jr. il se maquille en noir, c'est pour se foutre justement de la gueule de ces comédiens qui font ce que tu as dit là. Ils appellent ça le method acting. C'est que pour se mettre dans la peau du personnage qu'ils jouent, ils
hyper extrêmes dans le truc, c'est-à-dire qu'ils vivent la façon, voilà, vraiment qui vivent leur personnage même en dehors du tournage. Jared Leto qui fait ça beaucoup. Jared Leto, mais même Heath Ledger pour le rôle du Joker. Il avait fait ça, c'est-à-dire que pendant des mois, il a vécu un peu en mode je suis un psychopathe. C'est vraiment pour rentrer un peu au personnage, mais je trouve que dans ce film-là, il y a donc le personnage de Al Pacino qui est noir, mais pour le coup, c'est un vrai noir. Oui. Et je trouve qu'en fait, il est. J'aime pas dire ça, mais c'est un peu le garant de ce truc-là parce qu'il l'envoie chier, il se moque de lui. Il fait, mais t'es sérieux, toi, tu me parles de ça? C'est pour ça que c'est bien écrit. C'est que moi, je pense qu'il y a eu besoin de ce rôle de l'autre personnage qui est vraiment noir pour le coup, qui justement décrédibilise Robert Downey Jr. Sinon, ça aurait été un peu touchy. Mais bien fait. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé bien du film, c'est que pendant tout le film, t'as le personnage de Al Pacino, déjà avec le Al Pacino, qui vraiment le remet en place tout le temps. Je fais non mais on parle comme ça là, c'est vraiment parce que il prend vraiment Robert Downey Jr. il prend vraiment un accent hyper cliché. Toutes ces phrases, you know man, c'est un cliché des films de cette époque-là, tu sais, de guerre où les gars sont excédés, les GI américains. Mais c'est ça. Et donc c'est heureusement qu'il y a ce personnage-là pour se foutre de la gueule du personnage de Robert Downey Jr. Ouais. Et donc là, on a cette superbe scène d'intro où ça tire dans tous les sens. Et on découvre un peu les personnages, Jack Black, justement Al Pacino, qui sont en mode mission militaire au Vietnam contre les Viet Cong. Et là, en fait, moi, pourquoi j'ai choisi cette scène, parce que ce qui me fait rire, c'est déjà, premièrement, elle est vraiment bien faite. Non, vraiment. Ouais. Je pense que tout le budget du film est là-dedans. Et vraiment, les 99% du budget du film est là-dedans. Ça explose de partout, etc. Et finalement, un peu comme dans tous ces films de guerre, c'est allez, on prend l'hélicoptère, on s'en va. Ils essaient de partir, et là il fait mais non, on a oublié le capitaine, je sais plus comment il s'appelle, en gros c'est Ben Stiller. Oui. Et là Ben Stiller il arrive avec une musique épique au ralenti, et en fait, je sais pas comment expliquer, je trouve que Ben Stiller, moi j'adore cet acteur. Ouais. Et je trouve dans les rôles comiques comme dans les rôles graves, j'adore, il arrive au ralenti avec les mains en l'air, tu sais, comme si il se prend des balles. Il se prend des balles et il le fait mais c'est ultra bien. Christique, tu sais. Il se prend des balles avec les bras écartés. Oui, c'est le plan de Splatoon. Oui. Et en fait, il le fait vachement bien. Au ralenti, il se prend des balles comme ça. Et je trouve que avec la musique, ça marche super. Et la musique qui s'arrête, tu sais, vraiment, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien, il tombe. Et tu as juste des voix, des chœurs, tu sais. Qui font. Exactement. Ça, ouais. Et j'ai trouvé que cette scène était vraiment trop chouette. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, en fait, cette scène, c'est un condensé de tropes de cinéma. Je pense qu'ils l'ont vraiment fait exprès, dans le sens où tu as tous les ingrédients habituels des films épiques ou des films de guerre de cette époque-là. Tu l'as dit tout à l'heure, mais l'arrivée des 3 hélicoptères, tu vois, ça c'est piqué à Apocalypse Now. T'as ce truc du soldat où tu crois qu'il est mort, mais en fait au dernier moment il réapparaît sur de la musique épique. T'as le gros plan sur les yeux de ses collègues qui disent tu peux le faire, tu vas y arriver. On part pas sans lui. Exactement, non, on part pas sans lui, on l'attend, mais si capitaine il faut y aller, non je vous dis on attend encore une dernière minute. On laisse pas des gars derrière et c'est tout. Ça, on laisse pas bébé dans un coin. Pardon. Que du cliché. C'est que des clichés de cinéma, et en fait c'est marrant parce que au-delà de ça, cette scène entière est un trope de cinéma qui revient souvent. En fait, tu vois toute cette scène et puis à la fin t'entends un mec qui fait couper, et là tu t'aperçois que t'étais en train de regarder un tournage. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout tu vois le tournage, il est tout flingué. Il est tout flingué, et surtout ce qui est drôle c'est que on sait tous qu'un film ne se tourne pas comme ça. Il se tourne pas. En fait, il est déjà monté, les effets spéciaux sont déjà mis. Comme si un film se tournait en live, comme une pièce de théâtre. Alors qu'en fait, on sait que c'est pas du tout comme ça. Et ce truc de couper, et là, en fait, on voit toute l'équipe, les caméramans, les machins. C'est un effet, c'est un pur effet de mise en scène, mais qui n'existe pas dans la vraie vie. Et là, donc, tu rentres vraiment dans le tournage en lui-même. Est-ce que c'est pas à partir de là que le film devient chiant? Mais surtout qu'en fait, tu vois le tournage, mais sans avoir fait des milliards de tournages non plus, mais c'est jamais comme ça où tout le monde gueule, tout le monde parle l'un sur l'autre, etc. C'est ça, c'est à partir de là le film devient lourd, insupportable. Ouais. Mais vraiment, donc on est à 12 quand minutes. il dit couper, c'est la scène où Ben Stiller il est censé pleurer.
Et en fait, il est en train de mourir. Voilà, il est en train de mourir. Dans les bras t'as de Robert Downey Jr. qui lui pleure très bien parce que c'est le cliché du comédien qui pleure sur commande. Moi, j'ai bien aimé parce que je crois qu'il a... Non, c'était une anecdote. C'est dans une interview où il disait le personnage est tellement fort qu'il arrive à pleurer que d'un œil. Il bave. Oui. Et donc, on comprend effectivement que Ben Stiller, au-delà, c'est juste une star de film d'action, donc qui sait pas jouer, qui est un peu mauvais acteur. Donc là, on comprend qu'il n'arrive pas à pleurer. Et cette scène est longue. Donc on l'a compris au bout de 5 secondes, et ça tire en longueur. Donc là, ça crie coupé, et t'as le chef, le réal qui gueule partout, qui s'énerve. Et là, on rentre typiquement dans les tropes de cinéma américain que moi j'aime pas. C'est où ils se parlent tous en même temps. Ouais, dessus. Ils se parlent dessus, et c'est rempli de quiproquos. Et là, ce que j'aime pas, tu sais, c'est l'artificier là, qui est dans sa tour, qui attend le signal pour faire exploser, pour lancer la grosse scène d'explosion avec les rafales qui arrivent. Là. Le plus cher du film. Là, le truc le plus cher. Donc, logiquement, ce truc-là a été répété. C'est un truc où tu as la moitié du budget d'un film qui rentre dedans. Donc, c'est timé de ouf, tu vois. Et le gars, c'est tellement... Il voit au loin, il attend le signal, et en fait, il voit juste le réal qui s'agite parce qu'il est en train de gueuler. Et il dit « Ah les gars, c'est ça le signal !» Et là, donc, il appuie sur le truc. En fait, c'est frustrant pour nous parce qu'en fait, t'as envie de dire mais arrêtez 2 secondes, faites pause, tu vois, 2 secondes, calmez-vous. C'est chiant en fait. Il y a pas de rupture, un truc qui nous calme un petit peu dans le chaos. Et en fait, ce qui est énervant aussi, c'est que le film est sur des clichés. Donc là, ça marche, c'est rigolo, on en rigole, etc. Mais en backstage aussi, c'est des clichés. Le réal avec le nez tout blanc de crème, tu vois, c'est chiant quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que je trouvais que ça partait vachement bien parce que cette fausse scène de guerre qui est un petit peu... non, pas un petit peu, elle est complètement too much, mais on te dit que c'est le film dans le film. Donc là, tu acceptes le fait que voilà, c'est too much, c'est n'importe quoi, il y a les musiques, il y a les machins. Et dès que ça fait couper et qu'on rentre dans le film normal, donc on repasse une strate au-dessus, là, en fait, l'hystérie continue. Et c'est même pas qu'elle continue, en fait, c'est qu'elle est encore pire que dans le faux film. Et là, tu te dis, non mais en fait, stop, parce que c'est des couches d'hystérie sur des couches d'hystérie. Et à moi, à partir de ce moment-là où le mec fait couper, j'ai trouvé que le film devenait hyper insupportable, quoi. Et où j'ai commencé à décrocher. T'as aucun personnage qui calme le jeu. Ils sont tous en train de surenchérir. Exactement. Et c'est exténuant. C'est vraiment exténuant. Et là, on n'est qu'à 12 minutes, les gars. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Vous avez un truc à rajouter sur cette séquence ou pas ? En vrai, elle était drôle avant qu'il fasse couper, que ça devienne chiant. Non, mais jusqu'au couper, c'est vraiment bien. Ouais. Avant qu'il pleure, commencer à essayer de pleurer, etc., qui était un peu lourd, comme tu as dit. On enchaîne encore avec une scène d'Hugo. C'est ça, hein, oui. Bien sûr. Vas-y. Donc là, Ben Stiller, il est en mode pause. Ils font une pause parce qu'ils ont le budget du film a été cramé sur une scène qu'ils n'ont même pas filmée. Et donc, ça passe à la télé. Et lui, aux infos, ouais. Ils en parlent. Et donc la présentatrice, elle te dit que en gros le budget, ils ont ce que je viens d'expliquer, c'est qu'ils ont tourné la scène la plus chère d'Hollywood, enfin de ce film, et les caméras tournaient même pas. Et donc ils passent des extraits d'interviews, de vieilles interviews, etc. et tout. Et on arrive sur une interview de Ben Stiller. Donc lui, il se regarde à la télé, en train d'être interviewé à la télé. Et là en fait. On voit une sorte de face-à-face avec, en mode, tu sais, genre introspection du comédien connu, etc. Ouais. Et elle lui dit tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, tu arrives dans le côté badant de tes 40 ans. En gros, elle est vraiment en train de le détruire. T'as pas d'enfant, t'es tout seul. Et quelqu'un de proche de vous a dit encore un flop au cinéma et c'est fini. Et lui, on le voit, il dit il y a quelqu'un qui est proche de moi. C'est vraiment un loser absolu. J'ai trouvé ça super drôle. Mais en fait, tu sens que c'est vraiment l'acteur en fin de carrière. En fait, maintenant qu'on le dit, c'est un peu un Nicolas Cage. Ben Stiller dans le film. Non, tu ne compares pas à Nicolas Cage. Ah non, mais moi j'adore Nicolas Cage. Mais je veux dire, dans ce que le film te raconte, on parle d'un mec qui a fait plein de films d'action à une certaine époque et dont la carrière s'est soufflée un petit peu. Un genre de Nicolas Cage, je dirais. Et il y a peut-être, je saurais pas te dire, mais parce que j'aime trop Nicolas Cage. Moi aussi, je l'aime trop. Et j'adore, c'est qu'en fait, là, par contre, ils font un truc dont je vais parler plus tard, mais ils te montrent quand même une bande-annonce de son dernier film qui a été le plus gros flop de l'histoire du cinéma, apparemment. C'est Simple Jack, donc Jack le simple. Ouais, Jack le simplet. Et le pitch, c'est
l'histoire d'un fermier mentalement retardé qui peut parler aux animaux, qui est considéré comme l'un des pires films de tous les temps. Et par contre, ça, c'était vraiment très drôle. Oui, ça c'est... La tête la tête de Simple Jack. Mais c'est considéré comme son film sérieux, tu sais. Ouais, son film sensible. Son film sensible, ouais. Son ciao pantin. Ouais. Mais en fait, j'en reparlerai plus tard, mais c'est vrai qu'il y a une phrase qui revient tout le temps, c'est une phrase qui me revient souvent, parce que moi je l'avais vu avec mes cousins et cousines, ouais. Et ma cousine me le dit toujours, c'est « Never go full retard », ne va jamais jusque d'être débile à 100%. J'en parlerai plus tard. Ah oui, ok. Je sais pas le faire en français, je m'excuse, je connais qu'en anglais ce film. Ah oui, c'est le point New York. C'est le point New York. Et du coup, il y a un petit truc que j'ai noté aussi, je sais pas si tu allais en parler, mais juste après l'interview où il se regarde lui-même à la télé, il reçoit un coup de fil de son agent, donc son agent qui est joué par Matthew McConaughey. Il y a un tout petit truc que j'ai relevé, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui m'agace au cinéma. Le mec l'appelle. Il lui dit, au lieu de lui dire salut, c'est Mathieu, je sais pas comment il s'appelle dans le film. Salut, t'as le temps pour ton agent, juste pour bien faire comprendre aux spectateurs bêtes que nous sommes que je suis ton agent. Tu vois, je déteste quand il faut ça dans les films. Ouais, salut, sœurette, c'est ta sœurette adorée. Comment tu vas, mon frère adoré? Mon frère, c'est ta sœur, tu vois. Ouais, c'est pour que le spectateur, ils prennent le spectateur pour des cons. Je déteste. En fait, c'est alors pour des cons pas forcément, parce que tu pourrais te dire en effet, tu peux pas forcément le deviner, quoique là, ça se devine clairement que c'est son agent. C'est des facilités d'écriture. Et qu'elles paraissent d'écriture. Voilà. J'aime pas quand ils font. C'est lourd cette scène avec lui après il reçoit une revue porno, il regarde des meufs, des femmes seins nus avec des gros seins. Et puis c'est quoi en fait, ce ça s'arrête jamais, quoi. C'est quoi ce délire avec le TiVo? Vous m'expliquez? Ah, en fait, TiVo, c'est... je sais que c'est un truc En gros, il lui a donné ce privilège-là de... Ouais, mais pareil, c'est lourd. C'est pendant tout le film. C'est un running gag qui même jusqu'à la fin du... Enfin, bref. Disons que ce que je trouve étonnant, c'est que le film veut dénoncer les clichés du cinéma américain d'Hollywood. Donc, les acteurs qui en font trop, les acteurs qui sont drogués, les acteurs qui sont imbus d'eux-mêmes, etc. Le film veut dénoncer les clichés d'Hollywood et il est lui-même hyper cliché. En fait, ils auraient fait le tournage ultra cliché, et le reste, qui est déjà, et le reste aurait été hyper sérieux, machin et tout. Je pense que ça aurait vraiment créé un contraste humoristique. Alors après, j'ai pas la caution humoristique d'Hollywood, mais c'est vrai que je pense que c'est comme ça que ça aurait mieux marché. Ça aurait fait un truc un peu plus sérieux, un peu plus critique. Ouais, mais tu vois, c'est bizarre parce qu'on l'a quand même kiffé ce film à sa sortie quand on l'a vu. Donc quelque part, ça a fonctionné. En 2008, j'avais 15 ans. Non, t'avais pas 15 ans. Bon, c'est une énigme. On enchaîne, Dom, avec une de tes scènes. Ouais, absolument. Alors moi, je fais un petit bond en avant. J'avais envie qu'on parle de la scène où... Alors moi, je l'ai appelé le briefing dans la jungle. En fait, ce qui se passe, c'est que comme ils sont tous très indisciplinés, le réal prend une décision. Il va tous les emmener dans la jungle et leur faire un espèce de périple un petit peu angoissant. Il explique qu'il a planqué des caméras partout dans la jungle pour créer une espèce de cohésion d'équipe entre eux et leur faire vivre des choses un petit peu dures pour qu'ils deviennent de meilleurs comédiens et qu'ils soient plus gérables, entre guillemets. C'est ça le plan. Non, surtout qu'il veut filmer aussi. Et il veut filmer. Pour tourner son film en mode réel, en conditions réelles. C'est ça son plan. C'est ça, exactement. Et du coup, bon, alors ok, je sais que c'est un film qui se veut décalé et pas sérieux, mais c'est pas réaliste. C'est stupide parce que planquer des caméras dans les arbres, enfin, on sait tous très bien que évidemment que ça ne marche pas comme ça, ne serait-ce que pour les prises de son. Enfin. Non mais c'est même pas ça, tu te dis juste avant t'avais la scène d'action de guerre etc qui était ultra bien filmée, ultra bien montée. Là tu planques des caméras dans les arbres, t'as des plans fixes et c'est tout quoi, c'est chiant quoi. Tu planques quoi, des GoPro qui filment avec. Non mais c'est nul, c'est pas que ça suit pas le truc. Tu vois, je trouve que là ils auraient pu creuser un petit peu plus. Moi limite, enfin je sais pas, je trouve ils auraient pu bosser un petit peu plus ce truc là, puis ils commencent à leur dire il y aura moi aussi qui vous suivrai, et ils sortent un espèce de caméscope. Je vous suivrai et je prendrai mes propres images. Oui, d'accord. Enfin, c'est le plan du réal est. Mais pour le coup, je vais défendre le Sénat. Wow. C'est parce qu'ils n'ont plus de thunes. Ils n'ont plus du tout de budget. Ils ont tout cramé dans l'explosion. Et là, il reste plus rien. Okay. Donc en fait, il essaye de sauver ce qui reste à sauver. Et avec une DV cam, tu sais. Voilà. Et en gros, c'est soit ça, soit il n'y a pas de film qui sort et personne ne sera payé, quoi. Donc c'est ça le plan. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai que là, le pitch commence à devenir un peu n'importe quoi. Mais tu vois, moi, à ce moment du film, j'ai encore espoir que
ça tourne en un truc sympa. Je me dis, voilà, à partir du moment où les 5 comédiens qui sont très chiants vont être perdus tout seuls dans la jungle, peut-être que là, il va se passer des trucs intéressants. Donc moi, j'ai encore espoir à ce moment-là. Je commence à être saoulée, blasée, mais je me dis, ça peut encore être bien. Il y a un truc qui m'a un petit peu agacée, c'est que juste avant ça, pendant toute l'intro, on t'explique que le réal du film, il se laisse un peu dominer par les comédiens. En fait, il n'arrive pas à les contrôler parce qu'ils sont, ils sont ingérables, quoi. Et lui, en fait, c'est un gars un petit peu pas très sûr de lui. Il n'arrive pas à les tenir. Et puis là, tu sais pas pourquoi, à partir du moment où il met ce plan en place, il les brive dans la jungle et là, il devient hyper strict avec eux. Il leur fout des baffes, il leur prend leur téléphone, il fout les téléphones dans un espèce de chapeau, il fout de la flotte dessus. Tu dis, mais attends, mec, si en fait t'étais capable de faire ça, pourquoi tu l'as pas fait dès le début en fait, Parce qu'il s'est fait un peu pas retourner le cerveau, au contraire, il s'est fait mettre dans le droit chemin par la testostérone du vrai militaire, entre guillemets, le vrai militaire qui a écrit le bouquin, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est pas cohérent. Mais non, il y a un switch super chelou, quoi. Ouais, il se fait dominer pendant tout le truc et là, il devient... Bon, bref, ça m'a un peu énervé. En revanche, il y a un truc que j'ai bien aimé dans la scène, c'est qu'à ce moment-là... ils se disent, allez, c'est parti, on part tous dans la jungle. Et donc ce réal, il marche sur une mine, mais une vraie mine qui était restée là. Et il meurt, il explose. Quoi. Mais il y a zéro doute, on sait que il est mort. Ah, il n'y a aucun doute. Bon, déjà, c'est marrant parce que quand tu vois le film pour la première fois, tu t'attends absolument pas à ce que ça arrive. Donc c'est plutôt surprenant. Ouais. Et je pense qu'à ce moment-là... ça marche bien, cette scène. Ça fonctionne. D'autant que ça arrive vraiment à un moment... ça arrive comme ça d'un coup. C'est inattendu. Complètement inattendu. Et forcément, tu as le petit passage. Alors, même si c'est un peu lourd, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Enfin, en tout cas, j'ai ri. Où tu as Ben Stiller qui soutient aux autres. Non, mais c'est bon, c'est des effets spéciaux, c'est une fausse sport. Il ramasse la tête. Il dit qu'il est passé sous une trappe, tu sais. Il a disparu sous une trappe. Genre, il y a une trappe. Ils se sont fait chier à installer des trappes dans la jungle et tout. Non, mais il est débile, Ben Stiller, dans le film. Il est complètement débile. Il ramasse la tête, il commence à jouer avec, à foutre les doigts dedans. Il lèche. Ouais, mais en fait, c'est du sirop de maïs, je sais pas trop quoi, et il lèche et tu vois ça. Franchement, il le joue très bien. Il fait ça a un goût de sang dégueulasse. Il dit ouais, c'est ok, ils ont fait même le goût, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il joue avec la tête, et la tête, il y a les tendons et tout qui pendouillent. Il y a tout qui pendouille, qui tombe, c'est dégueulasse, et c'est très 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 bien fait. Ça, c'est assez bien fait, et il y a quelque chose qui m'a... Tu vois, comme quoi, quand je vous disais que j'avais encore de l'espoir à ce moment du film, il y a vraiment... C'est un truc tout con, mais qui m'a fait éclater de rire. En fait, pendant ce temps-là, il y a des rebelles, des locaux, des rebelles trafiquants qui sont planqués dans la jungle, qui voient toute cette scène-là et comme ils sont déguisés pour le film en militaire, ils pensent que ce sont de vrais militaires américains qui viennent probablement pour les pister et les arrêter vu que ce sont des trafiquants de drogue. Et en fait, quand ils voient de loin Ben Stiller prendre la tête, jouer avec, etc., eux, ils savent pas que c'est une mise en scène. Ouais. Donc, ils voient ça et ils disent ils ne craignent pas la mort. C'est ça. Et ça, moi, j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais à ce moment-là, comme tu dis, tu as encore de l'espoir parce que le scénar est bon. C'est ce truc de quiproquo entre les vrais rebelles méchants, trafiquants, et eux, l'équipe de débilos là, qui pensent tourner un vrai film. Tu dis que ça peut marcher, quoi. Tu te dis que ce scénar peut fonctionner. Ouais. Bon, malheureusement, après... Non, mais même... il y a trop de trucs, il y a trop de personnalités, il y a trop de... Oui. Il y a trop de je sais pas, chaque personnage doit montrer surenchère sur l'autre. C'est épuisant. Je t'ai dit, ils auraient dû faire une version calme d'un côté et ça un peu exagéré. Mais on arrive à trouver du bon quand même depuis tout à l'heure. On va en trouver de moins en moins. Et notamment avec la scène qui suit. C'est à toi, Hugo. Grand bond en avant. Ben Stiller donc se sépare des autres, ils s'engueulent, donc ils se séparent, ils vont chacun de leur côté. Il y a un groupe et Ben Stiller. Et j'ai trouvé cette scène assez drôle. On arrive dans la jungle de nuit, il pleut des cordes et on voit il y a une sorte de visage avec une lumière. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec l'éclair. Non, pas tout de suite. Il y a une sorte d'éclairage sur son téléphone, sur son visage, comme s'il regardait un téléphone en fait. Ah oui, son visage à lui. Ouais. Oui, pardon. Et en fait, c'est pas un téléphone, il est en train de regarder une vidéo sur son iPod tout pourri. La vidéo, c'est un vieux Star Trek tout flingué, un mec qui frappe un dinosaure ou je sais pas trop quoi. Ouais. Ça m'a rappelé Ross qui regarde tu sais, à l'hôpital, qui regarde des trucs de dinosaures tout nuls. On fait beaucoup de rappels à Friends ici. Ouais. Et il a une petite hutte qu'il a fabriquée.
Il a pris le temps, parce que moi j'ai mis pause, que ça m'a quand même fait rire. Il a quand même pris le temps de décorer sa hutte avec des posters de magazines, tu sais. Ouais. Il a mis derrière, comme si c'était chez lui, avec des stagiaires et tout. Il a mis des posters et tout. C'est des journaux People. Et il prend une sorte de lipstick, une sorte de gloss à lèvres, pour s'hydrater les lèvres. Il allait s'en remettre et il entend du bruit. Et genre, il se dit, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un bruit dans la jungle et tout, comme s'il y avait un méchant ou quelque chose, tu vois, une bête ou quelque chose. Ouais. Et là, lui, il a complètement vrillé à ce moment-là dans le film. Il est en mode Rambo, il a un énorme couteau, et il sort comme ça, et il se fait attaquer par une bête. On voit pas trop ce qui se passe, on entend des cris de bêtes, etc. Mais une bête sauvage, on entend féroce. Un monstre, quoi. Ouais. Et lui, il devient complètement ouf, et il pense qu'il est dans un film, qu'il risque rien, en fait, que c'est pour le film. Et donc, il fracasse la bête, et finalement, il se rend compte que c'était un panda. Il se rend compte que c'était un panda. Et en fait, bon, déjà, un panda, c'est ultra caïra. Non, mais un panda, c'est un ours, hein, c'est dangereux. Hein. Mais surtout, t'as vu comment il est mal fait, le panda. Et ça, c'est drôle. Oui. Et en fait, et là, on a une sorte de je sais pas si on a un flashback, mais on se rappelle qu'en fait, à un moment donné, lui, il a Non, c'est au début, dans les news. Dans les news, il avait fait... Il a parrainé une espèce d'ONG, genre WWF, tu sais, c'est l'équivalent de WWF. Et il disait que les pandas, leur vie n'était pas que noir et blanc. Tu sais, parce qu'ils sont noir et blanc. Et en fait, lui, il vrille parce qu'il dit « Oh, j'ai tué un panda !» Et en fait, là, il y a une ellipse temporelle. Et on arrive le lendemain matin. On a perdu Hugo, il rigole tout seul. Ben Stiller, en fait, il a la tête du panda sur la tête, tu sais. Il se l'est mis en déguisement comme si c'était un trophée de guerre. C'est vrai que c'est marrant, ça. Et donc, il passe de « Putain, j'ai tué la bête que j'essaie de protéger » à « Je deviens complètement ouf et je me mets la tête du panda sur la tête. » Ouais, en mode Hercule avec la peau du lion. Et le panda, il est trop mal fait. On dirait une peluche que t'as eu au parc Astérix. Oui. Mais tu vois, c'est là où le film, il y a des trucs... Il y a vraiment des trucs excellents dans le film, mais disséminés, enfin, au milieu de trucs hyper nuls, c'est dommage. Et j'adore, c'est ça va trop loin, c'est que il l'a accroché autour de son cou, je sais pas si vous avez vu, il a son iPod accroché autour du cou, et c'est des dents, tu sais, comme un collier de dents, mais dents du panda. Je trouvais ça super drôle. Le mec, il a complètement frayé. 2 minutes avant, il se met du lipstick. Bah, tu vois, finalement. Non, c'est de la merde. En fait, t'as adoré. C'est ça que t'es en train de me dire. Adoré, Hugo. En fait, il veut pas le dire, mais il a trop aimé. Bien sûr. Cette scène, elle est vraiment très drôle. Preuve en est que tu as adoré ce film. La prochaine scène, c'est encore la tienne, Hugo. Ouais, alors Ben Stiller... En fait, il veut parler de tout. Mais non, mais Ben Stiller, il me fait marrer. Ben Stiller me fait marrer. Donc là, je crois que c'est juste après, si je me trompe pas. Ben Stiller se fait capturer par les ennemis. Ouais. On est d'accord, c'est juste après. Ouais, c'est juste après. Et il se retrouve dans une petite cabane. Et lui, il pense qu'on est toujours dans un film et qu'il va se faire torturer par les Viet Cong. Donc à l'époque des 70s où les Américains étaient en guerre contre le Vietnam. Il y a un mec, donc un Asiatique, donc un Vietnamien, qui vient. Enfin, lui, il pense qu'il est vietnamien, mais il l'est pas. Oui, c'est vrai. Oui. Lui, il pense que c'est un comédien. Et le gars arrive dans sa petite cabane, etc. Et nous, dans les plans, on voit pas si Ben Stiller est attaché ou pas. On sait pas comment il est. Il est assis sur une chaise. On sait pas s'il il est menotté. On sait pas comment c'est foutu. On voit juste son visage et qu'on voit qu'il est assis. Et le mec se ramène pour lui poser des questions. Il lui demande qui est-ce qui vous envoie ? Parce qu'eux, c'est des mercenaires. Qu'est-ce qui vous envoie ? Et là, Ben Stiller, comme il se croit dans un film, parce qu'il voit qu'il y a une caméra, c'est le truc. Oui. Il fait comme le cliché des films américains où les gars répètent juste leur matricule, tu sais. Exactement. C'est des sortes de techniques, tu sais, pour pas répondre aux questions. Ouais. il le répète. Et le mec, au bout d'un moment, il se dit bon, je suis face à un taré. Est-ce que tu veux un peu de thé, tu vois ? Donc, il y va pour lui ramener du thé. En fait, il est trop gentil, le mec. Il voulait lui donner du thé pour le calmer, pour ramener la discussion autour d'un verre, tu vois. Et Ben Stiller, en fait, il croit qu'il allait le torturer, donc il lui donne un coup, il essaie de s'échapper, il le fait tomber et tout. Et le gars, il est trop saoulé parce qu'il voulait juste poser des questions gentiment et lui servir un petit verre de thé chaud. Et je trouve ça trop con. Surtout que Ben Stiller pense que il le frappe et le mec se casse la gueule, le mec asiatique. Et là, il lui dit « Ah merde, désolé, j'espère que je t'ai pas fait mal. Si tu veux, on reprend la scène et tout. » Parce qu'il croit toujours qu'il est filmé. Et l'autre commence à se vénère et il lui fait « Ah ok, tu veux rester dans ton rôle ? Bon bah ok, vas-y, on continue. » Bon, là, j'aime bien l'idée
que, en fait, je trouve que le fait que Ben Stiller pense qu'il est filmé, qu'il y a tout un quiproquo autour de ça, c'est drôle. Par contre, ce que je trouve moins drôle, c'est bon, on a compris le concept. Donc c'est absurde. Pourquoi est-ce que Ben Stiller, ils se sentis obligés d'écrire ce dialogue où Ben Stiller dit ah ok, t'es toujours dans la scène, tu veux qu'on continue sans couper, alors d'accord, on reprend. En fait, on a compris. Le film est trop en fait il nous prend vraiment pour des cons, quoi. Mais j'ai kiffé dans cette scène que le personnage asiatique il était il est vraiment saoulé, genre mec vas-y, je suis en train de j'essaie de discuter avec toi, qu'est-ce que tu viens faire ici, ouais. Et l'autre, mais oui, je suis d'accord avec toi aussi, c'est trop absurde, il y a trop d'absurdité. Ils se sentent obligés de surligner en gras, tu vois. Là attention, c'est limite, il te dit à quel moment c'est drôle et à quel moment il faut que tu rigoles. Tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, juste après, Ben Stiller, il l'amène devant le chef du village, enfin le chef des rebelles. Et bon, il se trouve que on sait pas trop pourquoi. Le chef, c'est un enfant. Non, c'est trop. Ouais, tu comprends pas pourquoi. Ce film. Voilà, non, ça. T'as kiffé. Dis-le, à vous. Ah, j'ai trouvé des scènes sympathiques, mais c'est trop, c'est exact. Ah, c'est exagéré. Non, mais t'étouffes en fait dans ce film. T'étouffes, il n'y a pas de pause. Tu n'as jamais de pause. Et bref, il l'amène devant ce chef du village qui est un enfant, qui commence à lui dire pourquoi t'es là, machin. Enfin, il lui parle mal. Et encore une fois, Ben Stiller, il fait je comprends pas, on a remanié le script. Enfin, tu sais, toujours pour te faire comprendre. Alors, si vous n'avez pas bien compris que Ben Stiller croit toujours qu'il est dans un film, et ben vous savez, il croit toujours qu'on est dans un film. Vous avez compris. Vous avez compris, tu vois. Et c'est agaçant. C'est hyper lourd. C'est tout pour cette scène. C'est tout. Oui. C'est vrai. Bah ça m'a fait rire, moi, ce petit passage quand même. Il y a des passages drôles. Il y a des passages drôles. Ouais, bien sûr. C'est Dom qui l'a dit. Il y a plein de petites choses prises indépendamment les unes des autres qui sont drôles, vraiment, qui sont bien trouvées, des bonnes idées. Mais c'est le lion, quoi. Ça prend pas. Enfin, en tout cas, sur nous, ça n'a pas pris. Néanmoins, je trouve que, ok, on a du gros casting, mais les extras aussi, enfin les personnes qui sont personnages secondaires, notamment ces gens-là, ils jouent bien. Oui. Non, il y a de la qualité, il y a quand même des choses à sauver. Mais t'imagines les acteurs qu'il y a ? Il y a Robert Downey Jr., il y a Ben Stiller, il y a Matthew McConaughey, il y a Tom Cruise. On va en parler. C'est toi qui vas en parler. Il y a Jack Black. Mon Jack Black, même les petits trucs, tu vois, les fausses bandes annonces, Tobey Maguire. Ouais, c'est ça. T'as vu, il y a quand même du casting. Ouais. On enchaîne donc avec une de mes scènes. C'est la scène avec Tom Cruise, qu'on a déjà vu avant tout ça, mais c'est vraiment la première scène où on le voit en son personnage. Et je pense que, pour moi, c'est un des points du film les mieux réussis. Est-ce que vous aviez capté que c'était Tom Cruise instantanément au cinéma ? Franchement, instantanément, non. C'est on est d'accord, merci. Moi, c'est vraiment au bout de... Je me souviens pas, c'était il y a trop longtemps. Je pense mais m'en être rendu compte au bout de... surtout que la première fois qu'on le voit très furtivement, il est sur un écran, on le voit pas très bien. Mais je pense que c'est à partir seulement de cette scène-là, et encore parce qu'elle est beaucoup plus longue, mais franchement, il est méconnaissable dans ce film. Maintenant qu'on sait que c'est lui... oui, maintenant qu'on sait. Tu vois que ça. Mais franchement, c'est... Enfin, surtout Tom Cruise qui a l'image du comédien propre sur lui. Tu vois, il a joué que des rôles de beau gosse, que des rôles gentils, de personnages gentils. Là, franchement, le fait de le voir dans ce rôle-là, je pense que ça a surpris tout le monde. C'est un rôle complètement à contre-emploi. Tu vois, il joue vraiment... Il est dégueulasse dans le film. Il est vraiment dégueulasse. Il est dégueulasse. Mais il le fait super bien, surtout. Et pour l'histoire, c'est qu'il avait demandé à Ben Stiller, parce que Ben Stiller lui a dit « Est-ce que tu veux jouer dans le film » etc. Il lui a dit « Je veux bien, mais seulement si je peux danser et être chauve avec des grosses mains. » Avec des grosses mains et une grosse bedaine. Ouais, mais du coup, est-ce que on aurait trouvé ce personnage drôle si ça n'avait pas été Tom Cruise ? Non. Ce que je veux dire, c'est que, ok, c'est marrant parce que nous, Tom Cruise, et ce que tu viens de dire, Chan, a bâti toute sa carrière sur le fait qu'il était beau gosse, etc. Là, le fait forcément de le voir dans ce rôle où il est chauve, il est gros, il a des poils qui dépassent, enfin, il est vraiment affreux. Et en plus, le personnage qu'il joue est un personnage détestable. C'est drôle, mais c'est pas drôle parce que le film est bien écrit. C'est drôle parce que on se dit c'est marrant, Tom Cruise joue le rôle d'un mec moche. Mais en soi, ça n'en fait pas le scénario n'est pas meilleur pour autant, quoi. T'as tout dit. Je pense que ça aurait pas été Tom Cruise, on s'en foutrait. Exactement. Le personnage aurait été encore un personnage chiant en plus. Après, je sais même pas, parce qu'on t'a un peu coupé, mais je sais pas trop ce que tu voulais dire à l'origine sur... Non, je voulais juste dire que le fait qu'on se rende compte que c'est Tom Cruise... Bon, moi, je sais pas si je suis d'accord avec le fait que si c'était pas Tom Cruise, est-ce que ça aurait été... Oui, je pense que ça n'aura pas eu cet impact de se dire « Ah oui, c'est Tom Cruise ». Mais je trouve quand même que le personnage est bien joué par Tom Cruise, effectivement, mais il est quand même bien joué. Il est détestable. On n'en a pas parlé, mais de la scène du début,
quand ils font une réunion là où on le voit juste en visio et qui dit à un assistant dans l'assemblée, genre toi là-bas, va voir le réalisateur et mets-lui une bonne droite de ma part, tu vois. Il le fait. Et ça s'est bien trouvé, tu vois. Mais oui, je te rejoins. Est-ce que si c'était pas Tom Cruise, est-ce que ça aurait autant marqué les gens ? Je ne sais pas. Mais là, il se trouve que c'est lui et je trouve qu'il le fait bien. Mais là, pour aller toujours dans le même sentiment que j'ai par rapport à tout ce film, c'est que effectivement, le personnage est bien joué par Tom Cruise. Il est maquillé, il est détestable et tout ça. Mais encore une fois, c'est une scène qui tire en longueur, qui est hyper longue. Donc là, c'est là où l'agent de Ben Stiller, il se rend dans le bureau de Les Grossman, c'est ça qui s'appelle dans le film, je sais plus, le producteur, un espèce de gros producteur véreux, tu vois. Et il est en train de dire ouais, qu'est-ce que vous foutez, mon client il est perdu dans la jungle et tout ça. Non, il croit qu'il veut voler Ben Stiller. Oui. Et toi t'as l'autre qui commence à partir dans un délire, dans un discours de ouais, de toute façon il est en fin de carrière, il va crever, on n'a qu'à le laisser et de toute façon moi je te file de la thune. Et là il y a cette séquence qui moi m'avait plu à l'époque, j'avais trouvé ça drôle. Encore, est-ce que c'est parce que j'avais 20 ans Et tu sais, il commence à mettre de la musique et à danser, là. C'est la première fois qu'il commence à danser. Bah, tu vois, là, pareil, après avec ce visionnage, j'ai fait, oh putain, mais c'est long. C'est très long, ouais. Il parle, il commence à danser. Franchement, ça en devient gênant, presque. Je sais pas si ça vous a fait ça. Ah si, moi ça m'a fait ça aussi et j'ai trouvé, tu sais, il y a cette espèce de running gag sur lui où en fait on veut te montrer que comme c'est un gros patron, machin, qu'il est désagréable avec tout le monde, qu'il envoie chier les gens et du coup il est tout le temps hyper vulgaire. Et tu sais, il sort des espèces de punchlines. À un moment il dit un truc, je l'ai pas noté exactement, mais c'est genre en gros je vais te foutre mon poing dans le cul et t'auras le goût de mon alliance tellement je vais aller loin, tu vois. Il dit un truc un peu comme ça. Et en fait, ok, une phrase un peu abusément vulgaire comme ça peut passer. Mais en fait, tout le long du film, ils appuient sur « Ah, vous avez vu, il dit des trucs vulgaires. Ah, vous avez vu comme il est vulgaire ?» Et en fait, des trucs comme ça, il le dit 15 fois. Et tu dis « Oui, bah, on a compris. » En 2h30, c'est comme ça. Tout le film, c'est ça. C'est que de l'exagération, de la surenchère, de la surenchère, de la surenchère sur de la surenchère sans pause. Et c'est fatigant. En fait, tous les personnages, ils sont comme ça. Ouais. Tous les personnages, ils sont comme ça, dans l'extrême. Et à la fin, t'en peux plus. Tu fais « Ok, on a compris. Il est vulgaire. C'est bon. » Et donc ouais, j'ai trouvé ça très, très, très lourd. Et on n'a pas parlé, mais dans la lourdeur, Jack Black, c'est insupportable avec sa cocaïne. On va en parler. Ah ouais, On enchaîne avec toi, Hugo. Ah bon? Encore moi? La seule personne qui a aimé le film. Parce que t'as adoré ce film. Non, mais je crois que vraiment que vous vous trompez, les amis. Bon, bah écoutez, c'est très simple. On est sur je pense que c'est le meilleur truc du film, très honnêtement. C'est Simple Jack. Simple Jack, donc c'est le film de Ben Stiller qui était un gros navet où il joue donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, un enfant attardé fermier qui parle aux animaux. C'est un adulte. Les gars du village ont pris Ben Stiller en otage et ils disent comme t'es notre otage, tu vas nous faire Simple. Ils se rendent compte que c'est Simple Jack et ils ont adoré ce film et d'ailleurs c'est les seuls à avoir adoré ce film et ils lui demandent de rejouer en mode pièce de théâtre devant le village Simple Jack. Et en fait, en soi, ok, d'accord, pourquoi pas. C'est lourd, mais pourquoi pas. Mais il y a un passage qui m'a fait vraiment, vraiment rire. C'est que, donc, il joue Simple Jack, tout le monde adore, etc. À un moment donné, donc, il finit sa scène, il a fini de jouer, donc tout le monde applaudit, etc. Il se relève, et le mec qui jouait à côté de lui, un des gars de cette pièce de théâtre, pour aucune raison, il lui met un coup de fusil dans la gueule. Mais regarde, il est mort de rire. Et moi, ça m'a tué. Non, mais tu vois qu'il a kiffé ce film. Mais non, en fait, ce que je kiffe, c'est que c'est filmé un peu de loin. Et en fait, on s'attarde pas là-dessus. Et il y a juste le gars qui lui met un coup de fusil dessus. C'est sans aucune raison. Il n'a rien fait. Il se prend un coup de fusil. Tu te dis, mais pourquoi il lui fait ça? En fait, il le violente vraiment. Il l'oblige à jouer. Et tu comprends qu'il l'oblige à jouer, à rejouer ce rôle parce qu'ils adorent. Mais en fait, c'est vrai qu'il le malmène, malmène complètement. Il y a ce genre de petits détails dans des films, bien bons ou pas bons. Il y a des genres de petits détails comme ça, tu sais, qui sont pas filmés en mode regardez bien. Ouais, je suis d'accord. Qui me font hurler. Justement, c'est ça. La grande majorité du film n'est pas subtile. Et c'est vrai que ce petit détail qui n'est pas filmé en gros plan,
Là, ça fonctionne. Alors que tout le reste du film, comme l'a dit Dom tout à l'heure, c'est forcé, quoi. Ça force le spectateur au cas où il l'a pas vu. Ah, regardez, là, c'est drôle. Bah, tu vois, par exemple, dans cette scène, là, t'as ce que tu décris, Hugo, le petit coup un petit peu qui passe ni vu ni connu, limite tu peux ne pas le voir, et ça je trouve que t'as raison, c'est marrant, alors que 2 secondes avant, au tout début du moment où il va faire cette représentation, le chef du village lui dit voilà, déguise-toi en Simple Jack, et pour avoir les dents de Simple Jack qui a les dents un peu en avant, etc., et ben il prend le dentier d'un vieux mec du village et il lui dit de le mettre, et tu vois typiquement, et du coup ah putain, moi ça fait pas rire du tout. Ben Stiller il prend le dentier, il le met dans sa bouche en mode c'est dégueulasse, et je me suis juste dit, mais en fait quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais ce film, en fait, il s'adresse à qui? Parce que si c'est pour... Non, du coup, désolé si ça t'a fait rire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'a fait rire. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. C'est l'acting de Ben Stiller que je trouve très bon. Et en fait, il est dégoûté de devoir mettre ça dans sa bouche. Et c'est juste son petit reflux, son petit truc qui dit j'ai pas envie de le mettre, ça me dégoûte. C'est juste des petites phases de jeu d'acteur que je trouve très bonnes. Oui, c'est vrai qu'il a des mimiques marrantes. Ouais. Mais c'est quand même un peu une vanne pour les enfants. Oh là là, il va mettre le dentier du monsieur et c'est dégoûtant parce qu'il a pas envie de le mettre dans sa bouche. Tu dis ok, c'est pour les gamins. Parallèlement, le film est hyper vulgaire, t'as des seins, t'as des trucs, t'as des blagues, c'est du coup pas du tout un film pour enfants. Enfin, tu pourrais te dire c'est un film pour les 12-15 ans, et en fait même pas, parce qu'il est vraiment très vulgaire. Donc... Bah non, il en faut pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on a aimé, on peut pas dire le contraire. Pour en finir avec Simple Jack, et pour appuyer ce que tu dis, Dom, par rapport à la subtilité des trucs drôles, bah justement, il y a un truc, je sais pas si vous avez, enfin si, vous l'avez forcément remarqué, mais il y a une scène où c'est l'agent de Ben Stiller qui parle, Matthew McConaughey. Ouais. Il parle au téléphone avec je sais pas qui, et juste, il est dans son bureau, et juste en arrière-plan, tu vois la PLV de Simple Jack, l'affiche. Et c'est une PLV motorisée, et tu le vois vraiment, où tu vois Ben Stiller habillé avec son bras qui tourne. Mais ça, je me souviens, quand on est sorti du cinéma, on en avait parlé. Tu vois, ça, moi, je trouve que il l'appuie pas, il n'y a pas un gros plan dessus, c'est juste en arrière-plan, c'est furtif, ça dure même pas 2 secondes, si tu peux presque ne pas le voir, mais ça te fait rire. Et effectivement, c'est pas surligné, c'est pas dire attention, regardez bien, il n'y a pas de ligne de dialogue dessus, c'est vraiment. Et je trouve que ce truc-là, c'est subtil et ça fonctionne. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas le fait qu'en fait, justement, quand c'est subtil, en fait, ce film est grossier dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui nous dérange, en fait. C'est trop exagéré, c'est grossier, c'est trop gros. Et en fait, c'est chiant au bout d'un moment. Ouais. Et notre œil a changé un petit peu par rapport à 2008, c'est normal. On a vu plus de choses, les temps ont changé aussi. Le cinéma a changé. Et on est peut-être un peu plus exigeant et un peu moins regardant. On était moins regardant à l'époque, peut-être. Je sais pas. C'est possible. Et surtout, attention, n'oubliez pas, on a quand même des grosses restas dans le film. Et nous, voir un film avec toutes ces stars à l'époque, peut-être que ça nous avait aussi un peu émoustillé. Oui, non, mais sans doute. Et je pense qu'il y a aussi plein de choses qui te surprennent au premier visionnage. Tu vois, par exemple, on en parlait tout à l'heure, le truc de Tom Cruise. Je pense que la première fois qu'on l'a vu, on a fait Tom Cruise, trop drôle, machin, parce qu'il est là. Au deuxième visionnage, comme tu le sais, l'effet de surprise est passé. Donc, en fait, tu vois juste Tom Cruise être vulgaire et tu te dis que c'est pas drôle. Donc, forcément, entre un premier visionnage et un deuxième visionnage sur une comédie comme ça, t'as pas le même regard. Je suis d'accord. Alors, on va enchaîner avec une scène que tu as choisie, toi, Dom. Ouais, j'ai choisi une petite scène. Justement, on parlait de lourdeur. Je trouve que c'est une scène qui cristallise un petit peu tout ce côté. Je crois que c'est vraiment la scène où là, je me suis dit, la vache, j'en peux plus. Combien de temps il reste? Et je me demande même si j'ai pas mis pause, ou voulu en tout cas mettre pause à ce moment-là pour me dire, il reste combien dans la timeline, parce que là, vraiment, je suis fatiguée. Donc Ben Stiller est toujours capturé dans la jungle, et puis t'as les autres, parce que depuis tout à l'heure, on parle pas des autres. Robert Downey Jr., Jack Black, le jeune acteur et le rappeur, ils sont toujours tous les 4 dans la jungle. Ils ont capté que Ben Stiller s'était fait capturer, et en fait, ils fomentent un espèce de plan pour comment on va le récupérer, parce que eux ont compris le truc. Et en fait, à ce moment-là du film, il se passe plein de petites choses que je vais vous décrire et que j'ai trouvées toutes plus lourdes les unes que les autres. Alors déjà, t'as Jack Black, on l'a pas dit, mais depuis le début du film, on te fait comprendre que c'est un acteur drogué, et ça, si tu l'as pas compris, parce que ils appuient ça, et je crois qu'ils en étaient fiers, de celle-là, de dire on va dire que Jack Black, il se drogue tout le temps. Ils te le disent 1000 fois dans le film. Et de manière très subtile. Ouais, c'est insupportable. À un moment, il se fait quand même
piquer sa drogue qui est dans un sachet par un oiseau. Une chauve-souris, pardon. Il lui court après, enfin, c'est en criant et tout, c'est vraiment... Il lui suce le sang pour pouvoir récupérer la drogue. Surtout, ils en parlent pendant 3 ans, quoi. Enfin, tout le temps, il en reparle. Et puis, c'est pas très drôle, quoi. Enfin, je veux dire, ok, bref. Donc là, il avoue au jeune comédien qui est avec eux, qui est le seul qui a un petit peu les pieds sur terre. En fait, voilà, moi, je suis drogué. Il faut que tu m'attaches à un arbre, sinon je vais faire n'importe quoi pendant le plan. Et si je te demande de me détacher, ne m'écoute pas et ne me détache pas. Il l'attache. Et puis 5 minutes après, dans le film, il se passe exactement ce qu'il avait décrit à l'oral 5 minutes avant. Ils disent, c'est bon, détachez-moi, les mecs. Je suis plus drogué. Détachez-moi. Les autres l'écoutent pas. Ils font non, ta gueule. Et là, après, le truc continue. Il fait, mais si, détache-moi, et si tu veux bien me détacher, je te suce. Enfin voilà, c'est vulgaire, c'est vulgaire, c'est chiant, c'est gras comme humour. Enfin, je comprends pas le à quel moment t'écris ça en te disant les gens vont se marrer. Mais je pense que c'est pas drôle. Enfin, je sais pas si c'est moi ou pas, mais je pense que c'est très, sans vouloir être dénigrant ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est un humour très américain qui nous parle un peu, parce qu'on a quand même été pas mal biberonné par le cinéma US, mais je pense que tu sais, les scènes qui tirent en longueur, c'est vraiment un truc qu'ils apprécient eux dans leur humour, tu vois. Comme le fait de se parler les uns sur les autres. Exactement. Ouais, c'est possible. Et je sais pas si c'est un comique des situations ou pas, mais ouais, il y a beaucoup de films comme ça où les scènes, t'aurais juste envie de dire, mais en fait, coupez, quoi, ça y est, on a compris. Ouais. Mais non, il continue, mais peut-être que c'est un truc qui fonctionne très bien là-bas. Ah, c'est possible, le côté too Hugo, much. qu'est-ce que tu en penses? Alors, la caution US, non, c'est pas ça. C'est simple. Est-ce que le film a marché? Oui, il a très très bien fonctionné. Ah ouais? Oui, aux US, à l'international. Mais tu vois, moi je me pose la question de est-ce que eux, quand ils regardent nos comédies, pas nos comédies de merde, parce que nous aussi on en a une bonne tripotée de films de merde en termes de comédie. Mais on a aussi de très très bonnes comédies hyper bien écrites. Justement, on parle de subtilité. Je pense qu'on est quand même pas mal gâtés là-dessus. Mais est-ce que le grand public US, quand il regarde ces comédies-là, est-ce qu'ils se disent est-ce que c'est chiant, ou est-ce qu'au contraire, oh, putain la vache, les comédies françaises, quand elles sont bien faites, elles sont quand même bien écrites. Je sais pas s'ils regardent nos films comédies françaises. Bah, la preuve, c'est que quand il y a un film de bien ici, ils le font à leur sauce. Et ça marche pas mal. Ouais. On en parlera des Visiteurs en Amérique. Intouchable. Enfin voilà, je sais pas comment interpréter ça, ces espèces de scène en tout cas, ça a bien cassé les bonbons, hein. Ouais, on est d'accord. Ouais. Et je rajoute juste un petit truc dans la lourdeur de cette scène, parce que ça arrive au même moment, et je me suis dit, voilà, c'est l'apothéose, quoi. Ils sont en train de parler autour du feu de camp. T'as toujours l'autre qui dit détachez-moi, et en parallèle, ils parlent de est-ce que quelqu'un t'attend au pays, enfin, tu vois, quand on aura fini ce tournage, est-ce que t'es amoureux de quelqu'un? Ils parlent de ça entre eux. Et t'as le rappeur, celui qui au début du film, Al Pacino. Al Pacino, on te fait comprendre qu'il fait des clips avec des culs, etc., qu'il est très branché nana, grosse poitrine, etc. Et en fait, il laisse échapper qu'en fait, il est amoureux d'un homme. Et là, t'as un gros blanc, et là, il fait quoi? Non, non, je l'ai pas dit ça, hein, c'est pas vrai, hein, j'aime pas les hommes. Hein. Waouh, la vache, c'est. Là, en fait, j'aime les culs, j'aime les chats, il insiste dessus. C'est ça. Même ça, ils arrivent pas à le. Vous avez vu ma tête, comment je suis blasé? Vraiment, t'as vu, j'ai le niveau de blase là. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ce moment. Qu'est-ce que c'est nul! Où là, c'est l'apothéose de la lourdeur. Oh la vache! C'est que du cliché. Ah mais c'est horrible. Alors évidemment, c'est pas les mêmes périodes que maintenant. C'était il y a 20 ans, quoi. Enfin, donc, c'était pas il y a 50 ans non plus. Mais c'est exagéré. En plus, tu le sens venir à des kilomètres qu'il allait dire un nom de mec. Mais oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est vrai en plus. C'est tellement chiant. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est. Voilà, bon, c'était un petit peu tout. Franchement, là-dessus. Pas mal. Bravo, merci de nous avoir fait voir ce film en tout cas. Et bah, figurez-vous qu'on arrive à la dernière scène de ce podcast. Si j'en peux plus là. Qui est une scène que j'ai choisie. En même temps, la scène, elle dure 2 heures. Donc. Ouais, alors j'ai choisi. Est-ce que je l'ai vraiment choisi? Ou est-ce que c'est elle que je l'ai plutôt subi? Bah, en fait, c'est la scène finale, enfin pas la scène finale, mais le climax un peu du film, toute la séquence où ils viennent sauver Ben Stiller. Donc en fait, c'est le combat final. Là, tout part un peu en. Ils viennent, enfin le groupe de le petit groupe du début arrive au camp des trafiquants pour libérer Ben Stiller.
Donc là, tu as une scène de combat. Pareil, c'est plutôt bien filmé, plutôt bien réalisé. Si c'était dans un film de guerre, ça passerait. Franchement, ça passerait crème. Attends, tu parles de la scène. C'est quoi la scène de combat dont tu parles, excuse-moi? Bah non, mais toute la scène où il vient le délivrer, où Robert Downey Jr. il se maquille en asiatique. Enfin, pareil, c'est lourd ça. Ah ouais, il prend un vieil accent asiatique. Bon, après, c'est pareil, ça reste dans la comédie. Il parle chinois, je crois. Ouais, je sais, je pourrais pas te dire. Ah ouais, mais je crois qu'il parle un dialecte. Non, mais il dit des phrases de film en fait. Oui, non, mais il dit. Bref. Moi, ce qui m'a. Comme je vois que tu as parlé du côté un peu affrontement, je parle juste de ça parce que ça se passe un tout petit peu avant. Justement, ce moment où il se fait passer pour un mec asiatique et en fait, il se fait passer pour quelqu'un qui a capturé Jack Black dans son champ. Et Jack Black, ils l'ont foutu en slip sur un buffle. Et en fait, il arrête pas donc il est en slip et il arrête pas de lui fouetter les fesses avec un espèce de bâton de bambou. Et ça, mais pareil, il le fait 15 fois et ils insistent et ils insistent et ils insistent. Et en fait, tu te dis, mais c'est quoi qui est drôle là? C'est parce qu'il est gros et qu'il est en slip et qu'il se fait fouetter. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs aussi sur. Bah déjà, je pense qu'on est. Vous êtes tous d'accord pour dire que dans les comédies US, ils ont quand même un gros problème avec l'obésité. J'ai l'impression que pour eux, juste le fait d'être gros, c'est drôle. Ouais, et tu vois. Et en fait, quand un personnage est gros, bah, ils se sentent obligés d'insister sur le fait qu'il soit gros, de le ridiculiser, de faire en sorte qu'il soit, qu'il soit ventripotent, qu'il soit maladroit. Et tu vois, justement, au moment où les rebelles découvrent qu'en fait tout ça c'était une mise en scène, que Robert Downey Jr. C'est pas un vrai asiate, c'est pas un vrai chinois. Bah là, ça part un peu en vrille, donc tout le monde se tire dessus. Et Jack Black, le personnage gros qui est obligé d'être en slip à moitié à poil, où est-ce qu'il a planqué son flingue? Et bah évidemment, il l'a planqué dans son slip. Donc là, il est 3 heures pour le sortir. Voilà, pareil. La séquence, elle dure une plombe. Il met sa main dans son slip, il n'arrive pas à trouver le flingue. Limite, il fourre ses 2 mains dans son slip. Là, tu t'insistes vraiment dessus. Ah là là, mais où est-ce qu'il est mon flingue? Quand il le sort, franchement, j'en pouvais plus à ce moment-là. Là, je vais pas vous mentir, j'en peux plus aussi. Et tu vois, tout. Pareil là, au moment où ils arrivent à sauver un peu tout le monde, t'as Jack Black, le personnage de Jack Black qui entend genre ah ouais, où est-ce qu'ils ont enfermé Ben Stiller? Et bah c'est là dans la salle où est stockée la drogue. Bah forcément, vu qu'il est drogué, au cas où on se rappelait pas qu'il était drogué, ah bah justement, il y va, il se dit ah bah c'est moi qui vais y aller. Donc là, il arrive devant une pyramide de coke, je pense que c'est ça. Ouais. Je sais même plus quoi dire là. Bah, il arrive devant une pyramide de coke. Moi, je sais quoi dire. Il se bat avec l'enfant chef, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, une espèce de scène de baston un peu nulle. Et à la fin, il se retrouve en face des soldats, des trafiquants. Et comment il désamorce le truc? Vous en rappelez pas? Non. Bah, en fait, il lâche un gros prout. Ah ouais, et du coup, les trafiquants se marrent et ils s'enfuient comme ça. Super. C'est vraiment comme ça que cette scène se termine. Ah non, mais oui, c'est affligeant. Franchement, là, tu regardes, tu fais, mais attends, c'est pas possible. Là, chaque scène est pire que la précédente. Oui, il y a un truc qui m'a fait très très rire juste à la fin de cette scène. Mais vraiment très très rire. Vas-y. Vraiment... Ah non, c'est pas encore tout de suite. C'est un peu plus loin, c'est quand Ben Stiller, tu sais, ils refont la scène où Ben Stiller, finalement, partez sans moi, je vais rester, etc. Ah oui. Oui, bah, cette scène se finit avec l'hélico qui arrive pour sauver tout le groupe. Exactement. Et en fait, bah oui, cette scène, elle fait écho à la vraie scène du début, enfin le faux tournage du début. Ouais. C'est exactement la même scène. Donc déjà, c'est quand même un peu lourd. Là, ils reprennent presque plan pour plan. On voit, il y a les mêmes personnages qui font les mêmes moves. T'as le jeune avec ses lunettes qui est blessé, donc qui est remonté dans l'hélico. Il voit Ben Stiller qui arrive au loin. Ah mais non, revenez. Enfin, il est là. Il faut qu'on arrive à le sauver. Donc ça, j'ai trouvé ça lourd, mais effectivement, ce que tu dis, c'est quand donc tu vois de quoi je parle là. Oui. Donc pour sauver un petit peu la scène, t'as Robert Downey Jr. qui descend exactement comme au début pour aller sauver Ben Stiller. Et là, il y a un petit discours un peu larmoyant de Ben Stiller fait non mais allez-y sans moi j'ai trouvé une vraie famille ici, ils m'apprécient pour ce que je suis parce qu'ils kiffent, parce qu'ils aiment bien Simple Jack et ils m'apprécient à ma juste valeur. Tu vois que tu rigoles. Non, regarde, il rigole. Mais si, c'est vraiment un petit truc. Elle est drôle cette scène. Donc il part et là on pense vraiment qu'effectivement il va partir, il va finir sa vie avec ce camp de rebelles. Et surtout il dit j'ai un nouvel enfant, j'ai un nouveau fils et tout. Et effectivement, genre
le plan d'après, c'est vraiment, ça dure même pas. C'est vraiment le plan d'après, tu le vois revenir en courant. Putain, non, mais en fait, je me suis trompé, ils veulent me tuer. Et tu te rappelles, il a le gamin dans l'épaule qui est en train de sur les épaules qui est en train de le poignarder. Ouais. Ça m'a un peu fait rire. Il l'attrape et il le balance dans la rivière. Et le gamin. Ouais, je sais pas. Tu vois que c'est quand même bien lourd quand même. Tu sens que c'est lourd. C'est toi qui on essaie de se marrer sur un film que t'as choisi. Et en plus, pour rajouter de la lourdeur, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une explosion, le pont explose. Pour rajouter de la lourdeur. Le pont explose. Pas Jack Black, Ben Stiller, il est un peu assommé. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Robert Downey Jr. va le chercher. Ils refont la scène du début où il n'arrive pas à pleurer. Mais cette fois, qu'est-ce qui se passe? Oui, il arrive à pleurer. Ils insistent dessus. Sauf que là, on a 2 heures de film, quoi. Stop. Et alors, attends, c'est pas fini. Parce que dans tout ce marasme de lourdeur sur lourdeur, de non, en fait, je reviens. Oui. Non, en fait, je reviens pas. Faites exploser le pont. Oh là là, j'arrive à pleurer. On refait le dialogue comme au début, etc., où ça n'en finit pas. Mais c'est vraiment, cette scène, elle est d'une longueur. Et quand tu te dis, enfin, ça y est, ils sont montés dans l'hélicoptère. Enfin, le film va pouvoir se conclure. Là, qu'est-ce qu'ils se sont sentis obligés de rajouter? Parce que, franchement... il n'y en avait vraiment pas assez. C'est Matthew McConaughey qui débarque de nulle part dans la jungle avec le fameux... Avec son TiVo. Oh là là, putain. Donc, voilà, si jamais à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'est un TiVo, donc c'est un espèce de système de lecteur vidéo de l'époque, tu vois, portatif, un peu comme une mallette à l'intérieur duquel tu as un écran. Donc, c'est une grosse mallette en métal. Donc, déjà, bref. Donc, tu as effectivement son assistant qui arrive... Et il arrive à sauver l'hélicoptère en lançant la mallette du TiVo pour dévier la roquette. Là. Voilà, je crois que là, on a touché le film il nous achève à ce moment-là. Ouais, je suis... Ouais. Non, mais bon, et après, c'est pas fini. Mais bon, voilà pour nos scènes. Ouais. J'espère que vous avez bien senti qu'on a apprécié ce film. C'est intéressant quand même de savoir pourquoi est-ce qu'on... Moi, je suis quand même curieux de me dire qu'est-ce qui a fait qu'on a apprécié ce film, parce que moi, je l'ai vu plusieurs fois, je ne l'ai pas vu qu'une fois. Et je me souviens avec mes cousins, cousines, on avait adoré. Maintenant, on a toujours encore les mêmes vannes, même si on n'a pas revu. Ma cousine, elle me dit toujours never go full retard, ne sois pas débile jusqu'au fond comme Simple Jack. Elle me le dit tout le temps. Mais Simple Jack, on n'arrête pas d'en parler entre nous. Mais oui, et en fait, je suis curieux de savoir. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qui s'est... Enfin, je comprends qu'on ait changé, qu'on ait évolué, mais de passer de... J'ai vraiment aimé ce film était un ouf, et tu l'as mis dans ta liste pour qu'on se le mate. Ouais. Et finalement, là, on est à un stade où on est plutôt blasé, même si on a trouvé des trucs rigolos. Il n'y a pas tout à acheter, tout n'est pas acheté, pardon. Je sais pas. Peut-être c'est intéressant. Devenu chiant, en fait. Il y a une grosse... non, mais sincèrement, sans vanne, il y a une possibilité qu'on ait changé dans le sens où on est devenu plus sérieux et moins enfant, moins... on s'amuse un peu de rien, quoi. Mais toi, je serais intéressant de connaître l'avis de quelqu'un qui le voit pour la première fois aujourd'hui. Est-ce que c'est l'humour qui a changé, ou est-ce que c'est le visionnage, le fait de l'avoir vu une première fois et de le revoir plusieurs années après, comme on l'a fait là, qui nous donne cette Je pense qu'on n'aura jamais la réponse, parce que nous, il y a un effet que à l'époque, c'était des grosses stars. De Robert Downey Jr. sortait Iron Man à ce moment-là. Oui, c'était juste après le premier Iron Man. Tu dis, en fait, nous, on avait un effet aussi de wow, on a toutes ces stars. Maintenant, elles sont connues, mais Jack Black, on s'en fout un peu. Le gars qui joue le newbie, on l'a vu 2-3 fois dans 3 films, on ne sait pas qui s'y fait. Ben Stiller, il fait plus de la réal maintenant ou de la prod. Il fait plus trop de films. Donc, il y a un côté, on ne pourra jamais savoir parce qu'on n'a pas l'équivalent de maintenant, tu vois. Moi, je pense vraiment que si je devais répondre à la question, parce que elle est intéressante la question que tu poses, et je pense que c'est vraiment une question d'âge en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a un certain âge. Ouais. On sait tous combien, puisqu'on n'arrête pas de dire, voilà, j'ai vu ce film. Enfin bon, bref, j'avais tel âge quand j'ai vu ce film. Donc, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a tous vu, on avait la vingtaine, et quand t'as la vingtaine, t'as pas le même humour quand t'as la quarantaine. Oui, et je suis d'accord là-dessus, mais à l'époque, il a très bien fonctionné au box-office, et tous les gens qui sont allés le voir n'avaient pas 20 ni 25 ans. Il y avait forcément des gens de notre âge, de l'âge qu'on a aujourd'hui, qui sont allés voir et qui l'ont apprécié. Il est pas si bien noté que ça, il est noté combien de 3,6. C'est énorme. Sur Allociné. Non, moins que ça. Non, pardon, 3,2. En presse 3,6, et 3,2 pour une comédie, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais c'est pas non plus... Non, mais peu importe la note, c'est qu'il a fonctionné. Ouais. Et c'est un film qui a très très bien marché.
Ouais, mais attends, un film qui a fonctionné, ça veut pas dire un film qui est bon. Regarde, à l'époque, Les Bronzés 3, ça a fonctionné parce que c'est Les Bronzés et pourtant le film est nul. C'est pas parce qu'un film fait des entrées qu'il est bon, tu vois. Je sais pas. Je pense qu'on n'aura pas la réponse, mais en tout cas, bon, écoutez, on a aimé, on l'a mis, on l'a vu, on l'a revu, et je le reverrai plus. Ah bah là, je pense que là, c'était la dernière fois. Je pense que c'est vraiment la dernière fois. Alors les amis, vous devez changer quelque chose à ce film. Je veux bien commencer parce que je l'ai un peu dit. Vas-y. Je reste sur ma position. Je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir le côté backstage Hollywood hyper sérieux, enfin pas hyper sérieux, mais sérieux, sans ces exagérations, ces traits exagérés de tous les personnages du gros producteur qui en a rien à foutre de la vie humaine et l'autre qui a quand même une morale mais qui est quand même vulgaire au possible. Et qui est bête parce que son histoire de TiVo c'est chiant quoi. Enfin tu vois, c'est en gros c'est ça. Moi je suis ton agent, je vais t'avoir ce que je t'ai promis d'avoir sur ton contrat. Et à côté de ça, tu fais le côté complètement délirant et peut-être que les personnages se rendent compte au fur et à mesure, dont Ben Stiller petit à petit, que ce n'est pas un film et qui se rend compte. Bref, il y a ce truc qui ferait qu'il y ait une nuance et un contraste entre les deux mondes. Ça aurait peut-être rendu le film un peu moins chiant avec cette lecture là qu'on a eu maintenant. C'est ce que j'aurais changé. Je suis totalement d'accord avec toi. Et peut-être, je vais changer trop de trucs. Mais non, parce que c'est bien joué, c'est bien réalisé au final, tu vois. Ouais. C'est juste le truc en lui-même, le scénario en lui-même, l'histoire qui est pas bonne, quoi. Mais l'histoire c'est la base de tout. Mais et peut-être mettre moins de têtes d'affiche. Ouais. Et c'est sûrement pour ça qu'il a marché. Mais j'en aurais mis moins. Tu crois ? Ouais. Et toi, Dom ? Moi, je suis un peu la même chose qu'Hugo parce que c'est ce qu'on dit depuis le départ, hein, plus de nuances. En effet, en fait, je pense que les têtes d'affiche sont un gros problème de ce film. Tu vois, par exemple, moi, Jack Black, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve assez sous-estimé. Je trouve que dans ce film, c'est un des pires personnages. Il est insupportable. Donc, je l'aurais changé. Mais en fait, le problème n'est pas tant que je l'aurais changé lui. Le problème, c'est que ce film, clairement, c'est marqué en sous-titre. C'est Tonnerre sous les tropiques, ceci est un film de potes. Enfin, clairement, ça se voit. Ben Stiller, il a réuni ses copains. Ils ont voulu faire un film de potes ensemble. Et je pense que quand tu fais un film de potes, le problème, c'est que tu as la vision de ah, c'est marrant, toi, pour reprendre l'exemple de Tom Cruise, de devoir jouer un mec qui fait ci, un mec qui fait ça, un mec qui est con, un mec qui est gros, qui est drogué, etc. Ça les fait rire parce qu'ils se connaissent entre eux. Donc du coup, ça crée une espèce de délire de potes. Comme nous, je veux dire, nous, quand on se filme à faire des conneries, etc., l'été, on trouve ça drôle, mais parce qu'on se connaît les uns les autres. Tu montres ça à quelqu'un qui ne nous connaît pas, il va dire, c'est nul votre truc. Ouais, mais Chan déguisé en gonzesse, c'est quand même super drôle. Et là, en fait, je pense que c'est pareil. Et c'est pour ça que moi, généralement, j'aime pas les films comme ça où il y a trop de stars. C'est que tu sens qu'ils l'ont fait un peu dans un délire entre eux. Sauf que moi, c'est pas mes potes, moi, ces gens. Je les connais pas. Donc, moi, en fait, je m'en fous de les voir jouer tel ou tel rôle. Et oui, j'aurais changé ce côté, on va faire un film pour se marier entre nous. Je trouve qu'il est trop tourné vers eux, ce film, et peut-être pas assez vers le public que nous sommes. Est-ce que ce serait pas le genre de film que tu ne regardes qu'une seule fois, finalement ? Ah, parce que ça aussi. Encore une fois, on l'a apprécié la première fois qu'on l'a vu. Il y a des films comme ça qu'il faut regarder qu'une seule fois. Ouais, ça c'est vrai. Non, moi quand je l'ai lancé, j'ai senti que je me souvenais d'un truc, je me suis dit, il y a un truc qui va être chiant là. Ça va être chiant. Mais justement, c'est ça le truc, c'est que moi, je pense qu'un seul visionnage suffit. C'est vraiment un visionnage de trop, là. Et toi, Chan ? Franchement, moi, j'ai eu du mal à trouver un point précis. Moi, je pense que c'est un peu une meilleure écriture, tout simplement. Un peu plus de subtilité, de finesse. Mais j'aurais pas... Franchement, j'ai tellement peu apprécié ce nouveau visionnage que j'ai pas envie de dire je vais te changer tout le film, parce que j'ai pas cette prétention. Mais peut-être un plus gros travail sur l'écriture. Ouais. Voilà. Alors après cette magnifique analyse de Tonnerre sous les tropiques, je vous propose quelques recos. Est-ce que qui veut commencer ? Hugo ? Moi je veux bien. Moi en fait, ça va être un peu contradictoire avec ce que tu as dit, Dom. Je trouve que Jack Black, moi j'adore ce mec. J'adore parce que j'aime bien sa musique à l'origine. Il est dans un groupe qui s'appelle Tenacious D, donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de regarder aussi les clips, dont un avec Ben Stiller. Tenacious D, c'est un très bon groupe. Il est très rock'n'roll, ce mec. Ouais. Et je trouve que Jack Black, il n'y a pas beaucoup de films bons avec lui. Il apparaît par-ci par-là en tant que second rôle, etc. Mais en tant que premier rôle, il n'y en a pas beaucoup des films bons avec lui. Ouais. Et dans mes recommandations, je conseillerais School of Rock, qui est le film
Rock Academy en français ouais. Rock Academy, d'accord. En gros, il est prof de musique dans une école. C'est un peu un loser, mais finalement, et c'est très bonne good vibes avec des enfants et tout. Ouais, c'est mignon. Enfin, c'est pas un grand film, mais c'est un film mignon avec la musique et tout et les enfants et tout. Donc, ce que je conseillerais, c'est ce film-là avec lui. Et sinon, t'en as parlé tout à l'heure. Je l'ai un peu noté. T'as dit Tom Cruise, on l'a vu que dans les rôles gentils, c'est le héros, le machin et tout. Ouais. Et il y a un film avec Tom Cruise de Michael Mann que j'adore, par-dessus tout, où Tom Cruise est un méchant absolu qui fait flipper, il est glaçant. Bien sûr. Je conseille à tout le monde ce film. C'est Collateral avec Jamie Foxx et Tom Cruise en méchant, où il joue un méchant glaçant. Même un des méchants les mieux écrits dans les thrillers américains. Ouais. Est-ce que c'est bon film. Son seul rôle enfin à part Tonnerre sur les tropiques, son seul rôle de méchant, non? Bah je pense, ouais. Bon, en tout cas, moi j'ai que ça en mode méchant dans ma tête. Sa filmographie, mais ok. En tout cas, ce film-là, Collateral, je le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Super, merci. Toi, Dom, t'as un truc à recommander? Honnêtement, j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé. Tu peux recommander de boire un bon coup avant de regarder ce film ou pour oublier. Est-ce que à la place de ma recommandation, j'aurais juste aimé dire un petit truc que j'ai pas dit pendant le film et j'avais vraiment envie de le dire parce que je l'ai tellement descendu. C'est pardon. Non, c'est pas pardon. Je voulais juste dire que j'ai trouvé les décors du film très très bien. Genre notamment le camp des rebelles. Des rebelles, je le trouvais vraiment très très réussi. Et je me suis dit, voilà, je vais remplacer Marocco par dire un petit compliment parce que j'aime pas dire que descendre un film, ça m'énerve. J'aime bien dire les bonnes choses. Je troque une reco contre un compliment. Je sais, normalement, on n'a pas le droit de faire ça, mais voilà. C'est inacceptable. Et toi, Chad? Moi, oui, j'ai un film à vous recommander. Moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est le pitch de base, c'est le fait de jouer sur le quiproquo. C'est-à-dire que t'as les méchants qui pensent que les gentils, enfin que le groupe de soldats est un vrai groupe de soldats et inversement. Et j'étais frustré que ce trope de cinéma, de scénario de quiproquo n'a pas été suffisamment exploité. Et moi, il y a un film justement basé sur le quiproquo que j'aime beaucoup. C'est un film qui s'appelle Tucker and Dale. Ah oui. Tu me l'as conseillé, je l'ai pas encore vu. Et franchement, c'est là pour le coup un vrai film de quiproquo. C'est deux mecs qui s'appellent Tucker and Dale qui sont bûcherons, mais ils sont super gentils et ils croisent un groupe de jeunes Américains qui partent faire la fête en forêt. Et les jeunes sont persuadés que Tucker and Dale sont des gros psychopathes un peu clichés, films d'horreur, tu vois. Et tout le film est basé là-dessus, sur ce quiproquo. Et justement, en termes d'intelligence d'écriture, je trouve que c'est un bon contre-pied par rapport à l'écriture de Tonnerre sur les tropiques. Ouais, j'ai envie de voir maintenant. En fait, c'est une succession de malentendus. Et bien filmé, et pas justement, exactement, pas stupide comme... Enfin voilà, ça joue plus sur la subtilité et sur l'intelligence d'écriture. Très bien. Bon, bah super. Voilà. Très bonne suggestion. Voilà les amis, pour Tonnerre sous les tropiques. C'était un plaisir. Merci, Dom. Arrêtez. J'espère que vous avez apprécié. Peut-être que si vous ne l'avez pas vu, ça vous a donné envie de ne pas le voir. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film. Merci Hugo. Merci Chan. Merci Dom. Merci Hugo et Chan. Salut les copains. À la semaine prochaine. Ciao. Bon, bah en vrai, j'espère qu'ils vont faire un 2. Mais moi, en fait, je crois que j'ai bien aimé. Bon, c'est pas mal. Je voulais pas le dire, mais je trouve qu'il fait Qui veut un tuc?